Bonjour à toutes et à tous, mesdames et mesdames, bienvenue sur le podcast de Douldoul et Muratron pour un autre épisode de La mort qui tue. Aujourd'hui, on va parler de quoi, Colin? S'échauffer, ça sert à rien. C'est un grand du street qui l'a dit, hein. Ah. Ouais, sujet du jour, l'échauffement, parce qu'on est dans une lancée où on parle de blessures, de ce qui pose problème clairement en street, parce qu'on va pas se mentir, tous les athlètes du haut niveau, et pas que, sont blessés. Le, Non, le- Si, si, si. vous C'est... mentez. Regarde Colin, toi, tu sais faire une maltaise, bon bah t'es blessé. Ah, Voilà, j'ai pas fait mon grise de groove. allez, fais Avec ton tous les grise de problèmes groove. de réglage. Continue la présentation et puis je grise de groove. Ok, Reverse planche ou Victo sol, histoire de Victosol, vraiment grise de groove, un Victosol, truc qui a pas. Victosol. Victo Parce que sol, ça sinon a tu pas vas de sens. courbaturer sur tes triceps. Mais je vais courbaturer. Ouais, mais ce sera plus pire si tu le fais sur la reverse. Donc voilà, bienvenue une fois de plus dans ce podcast où il se passe n'importe quoi toutes les secondes. Triste vie à ceux qui n'ont pas la vidéo lorsqu'ils écoutent les podcasts. Mais c'est pas grave, je pense que vous pouvez quand même visualiser toutes les singeries qu'il se passe. Ok, du coup on disait, tous les athlètes de haut niveau, ils sont blessés, pas que, et si on arrivait à passer outre les blessures, à comprendre ce qui les blesse, je pense qu'on pourrait atteindre des niveaux encore plus stratosphériques que ceux qu'on a déjà réussi à atteindre. Donc c'est pour ça qu'on parle de blessures, de rééducation, et ben, qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Mal, ça fonctionne mal. On fonctionne tous mal. On est des machines cassées. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'on utilise mal la machine qu'on la casse. Et justement, l'échauffement. Je pense que l'échauffement, c'est l'un des dogmes les plus ancrés de l'entraînement. Puis des années et des années, dans toutes les disciplines confondues, on entend qu'il faut s'échauffer avant de pratiquer. Et à contrario, on a toujours observé des personnes qui allaient à l'opposé de ça et qui prônaient le fait de ne pas s'échauffer. Alors, qui détient le vrai du faux? Est-ce qu'il y a un vrai du faux? Comme d'habitude, moi, mon avis, c'est que ça dépend du contexte. Colin, peux-tu nous donner ton avis sur l'échauffement? Pour toi, est-ce qu'il faut s'échauffer ou non? Et est-ce qu'il y a une réponse universelle ou est-ce que ça dépend du contexte? Pour moi, faut toujours s'échauffer, mais tout le monde a compris de travers ce qu'était l'échauffement. Ok. Genre là, j'ai dit, il faut toujours s'échauffer et je suis sûr que tout le monde a en tête. Bon, bah du coup, avant chacune de mes séances, je vais faire mes petits tours d'épaule, mes petits tours de poignet, etc. Moi, c'est pas du tout de ça dont je parle. Du coup, je vais essayer de vous proposer, si on a le temps, normalement ça va aller vite, l'évolution que moi j'ai eue de mon interprétation de l'échauffement. Postulat de base, comme tout le monde, faut bouger les articulations parce que si je bouge les articulations, elles vont pas casser. On va voir très vite que c'est juste faux, c'est juste factuellement faux. Bon, très rapidement, je me suis rendu compte d'un truc dont beaucoup d'athlètes sont friands, c'est très très cool, c'est que déjà l'échauffement dépend de ton niveau. Moi aujourd'hui, je m'échauffe en full. Ce qui en réalité est plutôt logique. Si je passe mon temps à faire des foules, bah, mon niveau d'échauffement se situe là. Parce Mhm. que mon corps est capable, à froid, de faire ça. Il le fait tout le temps. Par contre, c'est pas valable pour Maltese doigt. Si je pars direct sur une Maltese doigt, je suis pas en train de m'échauffer. Mais une straddle, c'est même un échauffement léger, très léger. Mhm. Après, il y a des trucs où il faut pas se mélanger. Par exemple, straddle, c'est un échauffement léger pour moi. On pourrait se dire que du coup, pompe, c'est même pas un échauffement. Bah, ça dépend, parce que c'est pas le même mouvement en fait. Parce que t'es pas Straddle, habitué. je suis bras tendu, etc. Pompe, alors, il s'avère que je fais beaucoup de pompes en straddle et en full. Donc, effectivement, pour moi, une pompe en straddle serait un échauffement et une pompe classique, pas trop. Mais, En mais muscle la up, conversion si se t'en fait fais pas jamais par directement. exemple. Par exemple, bah, il y a des gens qui peuvent avoir full press, full push-up, et puis sur un muscle-up, ils vont se blesser. Un Mhm. muscle-up ne serait pas un échauffement pour eux. Moi, le muscle-up est un échauffement. Et pour Dawei, très probablement que des tractions one-arm, voire des muscle-up one-arm, pourraient être un échauffement, vu qu'il les fait lester de fou. Alors que moi, je fais une one-arm pull-up là, alors que j'ai des front one-arm et tout, hein, je vais très probablement me blesser si je le fais à sec comme ça. Donc déjà, premier truc que j'ai appris rapidement, ok, l'échauffement, en fait, c'est faire une étape préparatoire à quelque chose et qui est lié à ce que tu vas faire. Si ton effort, il est stratosphérique dans un axe, eh ben, ton échauffement va être très haut en termes d'intensité dans cet axe-là. Euh, mais très important de mémoriser l'axe. Le deuxième truc que j'ai réalisé assez rapidement et dont on a parlé récemment, c'est
je parlais de bouger les articulations pour pas qu'elles cassent. Bon, entre-temps, j'ai appris que c'est parce qu'on a la petite bourse séreuse, c'est ça, hein, La bourse que je dise pas de synoviale, conneries. tu peux dire. Ouais, la bourse synoviale. Bourse synoviale, vous pouvez imaginer, je vais vulgariser à mort et Malo va sûrement me regarder en mode tu fais chier. Imaginez juste un petit réservoir d'huile qui produit son huile toute seule, sa petite huile de lubrification, et qui vient lubrifier ton articulation. Et bah, spoiler alerte, un peu comme plein de trucs dans le corps, ça s'adapte. Si tu passes ton temps à venir faire rouler tes articulations parce que tu fais du sport, et bah, cette bourse produit beaucoup d'huile même Absolument. quand tu fais rien. Donc du coup, ça, la première année, pourquoi pas? La deuxième année, c'est un peu pour rien. La 10e année, frère, c'est bon, ce que tu produis en faisant ça, tu le produis en faisant ton sport, en fait. On a un gars très très connu qui a dit ça justement dans Karate Bushido, peut-être que tu as la ref, Non, je l'ai non? pas. Malheureusement, Bah, il y a des désolé gens, je Colin. pense, qui auront la ref. Pourquoi tu fais ça? C'est ridicule, arrête, ça sert à rien. Voilà, pour ceux qui auront la ref, c'est un grand entraîneur de Muay Thai à Paris qui a regardé un combattant de MMA qui venait faire une vidéo avec lui faire ça. Et vraiment, sa réponse, c'est juste ça sert à rien. Demain, tu te fais agresser dans la rue ou demain, quelqu'un il vient, il te met une droite, t'as pas le temps de t'échauffer, on s'en fout. C'est dit de manière très très débile, mais en fait, ce qui veut dire surtout pour la Muay Thai, c'est les gens en Muay Thai font ça tous les jours, plusieurs heures par jour. Ça, c'est moins efficace que de faire un sparring. Alors, Tu fais ton sparring, t'es échauffé. sur la, donc le liquide dont Colin parle, ça s'appelle la synovie. C'est pour ça qu'on dit une bourse synoviale ou qu'on parle d'articulation synoviale. C'est les articulations qui ont le plus gros degré de liberté de ton corps. Donc c'est les articulations qui te Épaules, permettent hanches, de bouger le plus. Voilà. poignets. Bah, dans tous les cas, quand tu penses à une articulation, en général, c'est une articulation qui est synoviale. On a d'autres types d'articulations, des articulations qui sont fibreuses ou cartilagineuses. Par exemple, une articulation, il faut se rappeler que ça relie deux os entre eux, en gros. Donc il y a des Mhm. ligaments qui relient, etc. Donc il y a plein de composants dans l'articulation, mais à la base, ça relie deux os, ou un os et du cartilage. Et donc par exemple, ton sternum, là, t'as du cartilage, t'as l'os et du cartilage de tes côtes, et ben entre les deux, t'as une articulation. Même si les mouvements qu'elle peut produire sont super faibles, il y a une articulation. Mais comme elle n'a pas besoin de produire de mouvement, en fait, eh ben, elle va pas mettre de synovie, ça sert à rien. Elle va préférer mettre des fibres qui vont tenir l'articulation en place. Donc c'est une articulation qui est plus fibreuse. Elle peut moins bouger, mais du coup elle est plus solide. T'as un avantage, t'as un inconvénient. L'épaule, ça peut se disloquer facilement. Là où c'est beaucoup plus compliqué de se retourner le sternum, entre guillemets. C'est Ça possible en arrive, soi, mais mais bon, c'est voilà, généralement c'est un choc, hein, c'est pas un problème de mouvement. voilà. Donc ça c'était pour la parenthèse Synovie, mais comme tu l'as dit, si tu es habitué à bouger tous les jours ton corps, à faire tous les jours des efforts type pompe, bah les pompes, t'as plus besoin de t'échauffer pour en faire. Si tous les jours tu es capable de faire des planches, bah les planches, en soi, t'as plus besoin de t'échauffer non plus pour en faire, parce que ton corps y est littéralement adapté. Donc là moi ça m'amène à l'intérêt de l'échauffement. Je vois absolument pas de quoi tu parles. T'as fait une straddle, Colin, c'est quoi cet échauffement pourri? Ouais, mais parce que full, j'avais la tête dans la cam. Ok, donc l'échauffement pour toi, Colin, du coup, il sert à te jauger principalement. C'est là où tu voulais en C'est venir. ça. C'est ça. Moi, pour moi, du coup, avec le temps, mon échauffement, c'est presque plus une prise de note de où est-ce que mon corps râle, où est-ce que mon corps est content ce jour-là. Et du coup, suivant quel passif il y a avant cette étape d'échauffement, eh ben, je peux avoir des échauffements qui ne ressemblent absolument pas à des échauffements. Genre, parce que, je sais pas, bah, le meilleur exemple, c'est les rassos. Un rasso, dans tout le trajet, il y a eu de la musique à fond et on était avec des potes et on s'est boosté, donc le cœur il a accéléré. L'échauffement cardiaque s'est fait, j'ai même pas fait gaffe. Mhm. Ensuite, j'arrive, je suis tellement excité que je suis un peu bloqué, les épaules hautes, je discute avec tout le monde, je serre les mains, je bouge dans tous les sens et tout. Bah concrètement, allez, vu que moi j'ai une fragilité coude, je vais toujours vérifier un peu les coudes, tu vois. Mais genre, c'est vraiment un check, c'est-à-dire que des fois, je vais juste faire tac, ok, ça va, en torsion, ok, ça va. Si je mets un choc, ça va. Ensuite, les poignets. Est-ce qu'il y a un angle qui me fait mal? Non, ça va. Ok, si je mets beaucoup de poids? Non, ça va. Si je résiste? Non, ça va. Et dans l'autre sens? Ok, Mhm. c'est cool. Boum, je suis parti.
Parce que moi, je sais que j'ai des fragilités poignet-coude, donc cela, je veux les checker même quand j'ai l'impression que ça va bien. Mhm. Mais c'est vraiment un check. C'est-à-dire que des fois, en 2 secondes, j'ai fait ça, c'est bon, et tu me vois faire un combo digne d'une compète, la seconde d'après. À savoir que dans mon combo digne d'une compète, je vais quand même pas mettre mes mouvements les plus impactants. Souvent, digne d'une compète, on met pas les combos les plus impactants. Parce que pour le plus impactant, effectivement, il faut que j'ai 1 ou 2 combos quand même derrière moi. Et encore, des fois, j'y arrive. Mais bon. Et par contre, si pendant mon petit check ou sur mon premier mouvement, machin, j'ai une gêne, une douleur, machin, bah là, pause, on va aller chercher précisément ce truc-là. Le but n'étant pas de le faire passer avec l'échauffement, il va pas passer, c'est une faiblesse que j'ai aujourd'hui. Mais par contre, de checker, ok, j'ai senti que j'avais mal comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est l'élévation de l'épaule? Ou est-ce que c'est avec résistance devant? Ou est-ce que c'est quand je recule l'épaule? Et j'essaye de trouver pile le bon truc. À la fois pour une partie instinctive, c'est-à-dire du coup mon corps va faire attention à ça naturellement dans mon combo, et à la fois pour une partie conscientisée, c'est-à-dire si je m'aperçois que ça me fait mal, je vais éviter les presses aujourd'hui. Mhm. Question de sécurité. Parce que par contre, l'échauffement, ce qui fait croire que ça protège des blessures, c'est que c'est genre, comment dire, ça peut être un piège à con. C'est-à-dire que naturellement, ça va pousser votre corps à éviter ce qui fait mal. Donc, ça va vous pousser à éviter la blessure. Mais si vous vous dites que vu que vous vous êtes échauffé, vous n'allez pas vous blesser, et bah par exemple, là on reprend ma logique de presse qui me fait mal, bah, je vais tenter une presse et vu que je me suis bien échauffé et que j'ai pris du temps, elle va passer ma presse. Et je vais avoir moins mal parce que j'ai activé les nerfs pour qu'ils ils soient un peu désensibilisés au lieu de les sensibiliser en me disant attention à ce mouvement. Et du coup, là, bah, je vais réussir ma presse, je vais pas avoir mal. Par contre, le lendemain, je vais prendre cher. Mhm. Donc c'est bien que tu parles de tout ça parce que pour moi, l'échauffement, donc il sert aussi à se jauger. Et ça, c'est même pas forcément sous une forme physique en faisant des mouvements. Pour moi, un échauffement, ça peut juste être, je me projette, j'essaye de ressentir un peu mon corps. Bon, je me sens fatigué. Est-ce que je suis courbaturé? Est-ce que je me sens plutôt fort? Est-ce que je me sens plutôt explosif? Est-ce que je me sens plutôt endurant? Donc je cerne où est-ce que Lourd, je vais pouvoir léger, performer. stable. Voilà, je cerne où est-ce que je vais pouvoir performer. Donc ça, tu peux le faire en bougeant. Tu peux te dire, bah tiens, est-ce que je vais pouvoir performer en planche? Tu peux tester tes poignets pour savoir si tu pourras faire ton grip sur les barres parallèles ou non. Enfin, tu peux voilà te tester physiquement, mais tu peux aussi tester euh, comment tu as récupéré ta dernière séance pour savoir sur quoi il est bénéfique de travailler. Parce que rappelons-le, ce qu'on recherche, c'est performer. Si tu t'es entraîné hier, que tu étais capable de faire 20 tractions, et qu'aujourd'hui, ta première série, t'en fais plus que 5, tu t'es tellement tué que ça sert plus à rien de rebosser tes tractions, ou du moins ça sert plus à rien de forcer dessus. Peut-être que tu peux te concentrer, faire quelques répétitions pour bosser ta technique, parce que tu es capable de te concentrer et que, bon, mine de rien, ça te demande pas de trop forcer non plus. Dans ces cas-là, Mhm. ce serait ok. Mais il faut toujours chercher cet aspect performance. Si tu peux pas battre les 20 tractions que tu as fait à la séance d'avant, bah, ça sert à rien d'essayer de s'améliorer dans ce sens de l'endurance et de forcer davantage en fait. C'est juste que t'es pas encore récupéré, donc faut pas te replonger plus bas, faut attendre que tu es bien surcompensé pour pouvoir retravailler et que tu aies des meilleures performances. Par contre, tu peux travailler la technique, tu peux travailler la lenteur. Tu vas Voilà, peut-être pouvoir découvrir que dans le même mouvement que tu veux travailler, si tu réfléchis en termes d'axe, comme je disais tout à l'heure, de c'est-à-dire qualité moi mon physique, ouais. échauffe, voilà, de qualité physique et tout, et il est très probable que tu puisses entraîner au moins un truc dans ta séance en rapport avec ton mouvement. Simplement, plus la situation est délicate, plus il va falloir s'éloigner du mouvement tel quel que tu veux maîtriser pour pouvoir le travailler sans prendre de risques. Moi d'ailleurs, tu viens de me faire penser que dans mon échauffement, très 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 souvent, le truc dont moi je m'occupe personnellement, conscientisé et tout, en axe principal, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à avoir conscience de moi ou est-ce que je fais nimp? Mhm. Parce que si je fais nimp, je vais essayer d'y aller mollo, sachant que le mollo peut prendre différentes formes, hein, notamment avec Malo. Là, on était en train de discuter que mon mollo à moi, c'est quand même à Burn. Mais ce sera peut-être moins longtemps, ce sera peut-être moins intense, ce sera peut-être avec plus de repos ou ce genre de choses. Donc, ce sera ça mon mollo à moi. Et par contre, si je sens que je suis très attentif et très conscient de moi, généralement, je vais me rendre compte sur mes handstands, vu que je suis pas très bon à handstand. Quand je fais gaffe à mon handstand, c'est que je fais gaffe à ce que je fais tout court. Ah bah là, je vais pouvoir essayer
d'envoyer un peu à balle, genre vite et beaucoup, etc. Parce que, en fait, je suis attentif, Mm. naturellement. Mon corps va me dire, là, ça sera la pompe de trop, ou alors, là, on est en train de décaler et ça risque de faire mal. Et peut-être même qu'il décalera même pas, vu que je suis attentif. Donc, moins de risque de me blesser, etc. Là, ce que tu décris, c'est les facultés de concentration. Donc Mm. moi, par exemple, quand je sens que j'ai des bonnes facultés de concentration, bah, je vais me dire, tiens, aujourd'hui, je vais bosser mon équilibre à un bras, parce que c'est un mouvement qui est technique, qui me demande pas mal de concentration. Ou tiens, aujourd'hui, bah, je vais améliorer l'exécution de telle ou telle figure que je bosse. Donc pour moi, voilà, ça rentre encore une fois dans le fait de se jauger et d'adapter en fonction de ce qu'on peut fournir. Mais à part le fait de se jauger, pour moi, l'échauffement, il doit vraiment, vraiment dépendre du contexte. Mm. L'échauffement, il peut autant t'empêcher d'avoir des blessures sur le court terme et te permettre de mieux performer sur le court terme, que te provoquer des blessures et que nuire à tes performances sur le long terme. Bah Je déjà, m'explique. Ouais, vas-y. il y a un exemple, il y a un exemple très parlant avec ce que je disais tout à l'heure. La presse qui me fait mal. Imaginez si je suis dans la logique, l'échauffement permet d'empêcher la blessure. Je m'aperçois que cet axe me fait mal. Premier réflexe de con qui est normal, on l'a tous fait. Je le fais encore quand je fais pas gaffe. C'est cet axe me fait mal, ok, je vais aller le chercher avec un élastique, ok, je vais rajouter, je vais rajouter, je vais rajouter, mais c'est à vide, donc c'est sans danger. Bah peut-être pas. Si ça me fait mal constamment dans mon échauffement, la douleur elle va diminuer parce que je suis en train de désensibiliser les nerfs. Moi je vais croire que c'est parce que je suis en train de régler le problème, je fais exactement l'inverse. Je suis en train de me poncer la zone qui fait mal, Ouais. parce que sous prétexte qu'il n'y a pas de charge, bah ça va. Ouais, mais en fait, il n'y a jamais zéro charge. Et du coup, si j'ignore mon message de douleur parce qu'on m'a dit que l'étouffement, eh ben, ça fait passer les douleurs, oui, je vais avoir la preuve de mon résultat, hein, parce que je vais avoir moins mal à force de donner des coups dans mon air qui me dit arrête. Ouais. C'est un premier point, on va dire. Donc déjà, comment est-ce que l'échauffement il pourrait améliorer les performances sur le court terme? On va parler de comment ça peut améliorer, ensuite on parlera de comment ça peut nuire. L'échauffement il peut améliorer les performances sur le court terme si tu fais des efforts qui sont plus bénéfiques nerveusement que délétères physiquement. Oula, Ouah, ouah, ça ouah. flingue, ah, ça flingue. Ça c'est une phrase scientifique, attends, ok, Non, va parce falloir qu'en fait, expliquer. il faut stimuler ces motoneurones à l'échauffement. C'est bon là, c'était Si vous soft ne ça. faites pas la transition calcifique, En gros, ce que je sous-entends, c'est que si tu fais des efforts qui sont longs, genre si tu fais un étirement pendant 1 minute, tu sais que si tu, je sais pas, si tu t'étires les triceps pendant 1 minute de suite, bah tu vas probablement être fatigué après. Tu seras moins performant pour tous les mouvements qui impliquent les triceps. En revanche, si tu fais un petit étirement de 2-3 secondes, tu fais plusieurs répétitions où tu vas de plus en plus loin, le gain d'amplitude dont tu vas bénéficier à court terme sera plus important que la fatigue que tu as engendrée, parce que tu es resté peu longtemps sous tension, tu t'es peu fatigué physiquement, mais nerveusement, tu as fait comprendre à ton cerveau que tu pouvais aller plus loin. Donc, et c'est... là, Ouais, vas-y. Et là, d'un seul coup, vous réalisez pourquoi tout le monde parle de ce fameux passif actif et de faire des à-coups, ce genre de choses. Et là, vous pouvez vous repasser en tête tous les plus gros, particulièrement Static Boy que vous avez vus, faire les espèces de... Ou alors des mimes en mode tac-tac ou des Mm. bien vénères, bien impactants, etc. Alors, Donc, des pas valable pour tout le rétractions, monde, hein. alors rétractions, des élévations, des mouvements Voilà. explosifs scapulaires pour ceux qui n'ont pas la vidéo, encore une fois, on pense à vous. Merci, merci Malo. Et généralement, ils vont le faire avec des à-coups. Attention, ne prenez pas ça en mode bah, s'il le fait, c'est bien, je vais le faire. Parce que si vous avez beaucoup de force dans vos à-coups, mais pas encore la résistance et la solidité d'un gros plancheux qui fait des planches non-stop, l'à-coup, il est violent, hein. Mais c'est un bon moyen d'envoyer des messages très clairs et très impactants à ces espèces de petits robots. Donc j'ai parlé de motoneurones, je l'ai jeté comme ça. Mais en gros, vous pouvez imaginer des petits robots qui mesurent la pression, la tension, l'activation musculaire. C'est extrêmement vulgarisé, mais basiquement, c'est ça. C'est un espèce de petit agent qui prend des notes et il est très limité dans le type de notes qu'il prend. Par contre, il est très fin dans ces notes-là. Donc, quelle charge on a sur le muscle, quelle réponse on peut donner, quelle intensité, etc. Et c'est des robots qu'on peut entraîner et en faisant des à-coups
très impactants comme ça, c'est un peu comme si on les réveillait et on leur donnait matière à écrire plein de choses pour prendre plein de notes au début de l'entraînement. Ouais. En gros, on peut voir l'échauffement, et qui, s'il augmente les performances, c'est parce que il va lever les brides que ton système nerveux met par sécurité. Donc là, moi, j'ai donné l'exemple de l'amplitude avec la souplesse, mais en soi, la potentiation ou la potentialisation, c'est une méthode dont on a déjà entendu parler plein de fois. J'ai aussi fait une vidéo sur ma chaîne. Le principe, c'est le même que quand tu prends une bouteille d'eau en pensant qu'elle est pleine alors qu'elle est vide. Genre, tu la soulèves beaucoup plus rapidement que ce à quoi tu t'attendais. Le principe de la potentiation à l'entraînement, c'est que bah, si tu veux, mettons, tu vas bosser sur tes tractions, et ben tu commences par faire une traction à un bras, et ensuite, quand tu passeras sur tes tractions classiques, bah tu vas t'envoler en fait. Parce que le contraste d'intensité, le contraste de force que les deux mouvements te demandent est énorme. Et donc si toi tu pars avec l'intention de faire des tractions à un bras, mais en fait que tu fais juste des tractions, bah tu fais un muscle up en fait, tu décolles quoi. On voit Donc, particulièrement ça chez les personnes qui ont des AVC. Parce que du coup, très souvent, leur système nerveux, il est un peu aux fraises. Et donc, il va y avoir des décalages entre la force mise pour un effort et la cohérence de cet effort-là. Très souvent, le premier truc qui prend cher, ça va être la captation de la charge. c'est Donc, énorme. Je par sais pas du exemple, tout d'où tu sors ça, gros, mais c'est un bah, truc mon de père a fou. eu un AVC. Ok. Mon père a eu un AVC, tout simplement. Et genre, pour vous donner une idée, quand on était aux courses, c'est jamais arrivé au point où il broie un truc avec sa main ou machin, mais par exemple, il a déformé un capuchon de cornichon parce qu'il l'a ouvert, il l'a broyé. Mhm. C'est une force qu'il est capable de fournir, mais de base, son corps le bride, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, il a eu mal à la main pendant une semaine après, parce que on ne broie pas un capuchon de peau de cornichon. Ou alors, il prenait une bouteille de lait, et quand il la ramenait vers lui, c'était genre, Joup Ouais. Ouais, parce que ouais, je la vois ce que tu veux force dire. de contraction était plus grande que normalement. Vous savez, on a parlé de antagoniste, agoniste, etc. Normalement, ça se compense. Et ben là, son système nerveux était aux fraises. Donc, du coup, ce qui faisait ramener le bras n'était pas à égalité avec ce qu'il freinait. Donc, il s'est donné un coup avec la bouteille de lait. Et t'as plein de trucs comme ça chez les personnes avec AVC, et vous pouvez le vivre vous-même avec un truc tout con. Prenez deux ballons avec du poids, un qui a un poids très léger et un qui a un poids très lourd, mais sinon ils sont vraiment semblables. Fermez les yeux et demandez à quelqu'un de vous lancer un des deux ballons au pif. Et il vous dit top, au moment où il l'a lancé, vous ouvrez les yeux, vous attrapez le ballon. Vous n'avez pas le temps de savoir si c'est le ballon lourd ou le ballon léger. Vous pouvez être sûr que très régulièrement, vous allez mettre une force qui n'est absolument pas cohérente avec ce qui se passe. Par contre, ça s'entraîne. Si vous le faites très régulièrement, vous allez développer un réflexe qui est d'amortir le ballon dans la descente et de commencer à sentir la charge, donc de mettre la force nécessaire pendant le laps de temps où vous amortissez le ballon. Et il y a des sportifs de haut niveau qui sont entraînés à ça, mais à mort. Les basketteurs, par exemple, on leur balance des ballons de plein de poids différentes pour qu'en fonction de la vitesse de propulsion du ballon de basket, ils amortissent exactement ce qu'il faut. C'est le point culture le plus poussé de Moule et Duratron, ce que tu nous as proposé la colle. Hein. C'est possible. C'est vrai que là, je viens de faire un combo santé, optimisation au niveau et réalisation personnelle des individus, plus réalisation à grande échelle pour la performance. Merci, au revoir, on a fini, bonne soirée, ça me fait plaisir. Bon, tant Eh mieux non, parce que le dernier, j'étais passif. Le dernier, c'était toi qui m'apprenais tout. Donc, c'est vrai. Non mais là franchement, je dois admettre que ouais, sur l'AVC, purée, je ne savais pas. C'est et intéressant de tu ouf. peux le voir, c'est très très intéressant. C'est un des premiers trucs qui prend cher très souvent. Alors évidemment, ça dépend où c'est passé l'AVC, mais très souvent, c'est le système nerveux qui fait n'importe quoi. Ok, ok, je vois. Donc Particulièrement les motoneurones, les robots dont on parlait. on, on en était avec le corps qui bride, enfin l'esprit qui bride le corps. Donc nous, avec l'échauffement, ce qui permet d'augmenter les performances à court terme, c'est le fait de lever ses brides. On l'a vu que ça pouvait aider en amplitude. Avec la potentiation, en mettant plus lourd avant, ça peut aider pour gagner en force. Il y a d'autres moyens qui te permettraient de gagner en endurance. Si tu fais du cardio par exemple, donc si tu fais un petit footing avant d'aller à l'entraînement, et que tu as prévu de faire un effort d'endurance, donc en street workout, faire un effort de 30 secondes, c'est pas ce qui va solliciter le plus le cardio. Mais si tu fais, je sais pas, max de pompes et que tu sais faire 100 pompes, bah si t'as lancé ton cardio avant,
ta congestion musculaire, la brûlure que tu as dans les muscles, l'acidité, elle viendra beaucoup plus lentement. Parce que cette acidité-là, elle est produite parce que tu as un déficit d'oxygène. Donc si toi, tu as déjà lancé le rythme cardiaque et que tu as déjà amené de l'oxygène par avance, eh ben ça mettra plus de temps à arriver, donc tu arriveras à faire beaucoup plus de pompes. Et plus l'effort tape dans l'endurance, plus le cardio, le fait de s'échauffer en faisant un petit peu de cardio, donc en venant en marchant, en faisant un footing, en faisant de la corde à sauter, tout ce que tu veux, ça va avoir de l'impact sur les performances. Drop de name pour donner un exemple là-dedans, parce que tu disais en street un effort de 30 secondes, mais tu avais en tête le freestyle. En set and rep, on l'a. Mm. Florent Marek. Florian Mhm. Florent Florian Florian. Marek. Florian Marek, qui, si je dis pas de bêtises, si tu passes par là, n'hésite pas à me taper sur les doigts si je dis une connerie, mais il me semble qu'il avait déjà dit en live que son échauffement, entre guillemets, c'était de faire une version raccourcie de ses entraînements très longs, mais où il mettait vraiment vitesse et intensité à balle pour activer le cardio. Et il le faisait vraiment en express, juste Mhm. pour que le cœur il parte en mode boum, 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 boum. Parce que Florian Marek, si vous ne le connaissez pas, c'est un adepte de fou des séries ultra longues, hyper, genre, charge basse, mais par contre, on Infini. lâche pas la barre. On lâche pas la barre pendant mais un temps, mais vous avez pas idée, c'est monstrueux. J'espère qu'il y Et a en plus, plusieurs très barres souvent, sur ton parc de street si tu t'entraînes avec lui parce que lui, il il passe la 30 lâche pas. minutes Ouais. dessus, tu vois. Ah ouais, ouais, il passe 30 minutes dessus. Donc là, on est sur un effort cardio, clairement. D'autant que très souvent, il fait des objectifs de vitesse. Par exemple, en Mhm. 30 minutes, c'est pas faire X reps, c'est faire max rep en 30 minutes. Ouais. Ou alors, c'est un cycle, genre une traction, un muscle up, une dips, deux tractions, deux muscle up, deux dips, etc., jusqu'à la mort, dans le temps le plus court Mhm. possible. Donc là, on est sur du cardio à balle. Absolument. Donc là, j'ai donné plusieurs exemples, mais tu vois que peu importe la qualité physique que on veut développer, dans tous les cas, il y a un échauffement qui permet d'améliorer la performance. Après, il faut soit faire à très petite dose, soit faire à très petite intensité. Dans le cas du cardio, il faut pas que ton cardio te fatigue. Donc il faut pas que si tu cours, bah, tu fasses un sprint. Non, vaut mieux que tu fasses un footing à une allure très légère, voire de la marche rapide. Faut pas que ce soit quelque chose qui t'essouffle. De la même manière, si tu fais de la potentiation pour gagner en force à court terme, il faut pas que ce soit un effort très volumineux. Ça doit être très intense, tu dois mettre très très lourd, plus lourd même que la série qui va suivre, plus lourd que le début de ton entraînement. Mais par contre, euh, si tu te mets à faire 5 répétitions, 10 répétitions ou que sais-je, bah ça va faire trop, tu vas commencer à accumuler de la fatigue physique plus que tu stimules ton système nerveux. Généralement pour de la potentiation, on dit qu'il faut juste faire une rep, voire deux, voire trois grands max. Un exemple très parlant de ce que tu viens de dire pour, je pense, la majorité des gens qui nous suivent, c'est-à-dire des static boys ou à la limite freestyle boys. Euh, pour rappel, hein, freestyle, c'est pas agi. Freestyle, c'est combo. Je dis Freestyle pas c'est agi boy parce agilité que et agi, statique. c'est ça. Je dis pas agi boy parce que agi boy, vous, faut que vous échauffiez principalement votre proprioception et j'imagine qu'on va y venir. Mais là, je parle vraiment côté charge, etc. Regardez particulièrement les aériens ou les équilibristes du cirque. Si vous avez déjà vu un échauffement d'un équilibriste du cirque, c'est très drôle parce que, par exemple, il va faire 3 stalder press à pleine balle en essayant exprès d'avancer un max sur ses poignets. Pourquoi? Bon, déjà, pourquoi il commence direct par ça? Parce que le gars, il passe sa vie sur ses mains, donc du coup, s'il met pas un minimum une stalder press ou machin, bah en fait, c'est pas de l'échauffement pour lui. Mais aussi, il va jamais faire sa stalder press quand il fait sa performance comme il l'a fait à l'échauffement. À l'échauffement, il vient chercher l'angle le plus hard, mais une fraction de seconde, juste pour sentir le truc. Juste pour aller chercher, en fait, presque si sa stalder avait raté, est-ce que le poignet supporte? Mais dans un cadre où il fait pas la stalder pour de vrai, donc il peut lâcher la pression si jamais c'est pas ce qu'il voulait. Des fois même, ils sont juste sur les pieds et ils avancent sur les mains, ils reculent. Par contre, ils avancent sur les mains, genre bam, max intensité, relâchement, bam, max intensité, relâchement. Ça rejoint ce que disait Malo tout à l'heure. Donc bah, justement pour améliorer sa technique à court terme, mettons tu veux bosser un handstand. Bah, là ton échauffement, ce qui peut être intéressant de faire, c'est. Enfin, mettons tu veux bosser un équilibre à un bras. Bah,
ce qui peut être intéressant, c'est de faire comme une montée en gamme, comme ce qu'on retrouve en musculation. En musculation, les personnes vont monter la charge au fur et à mesure pour se remémorer le mouvement avant de bien forcer dessus. Donc d'abord, ils font des séries sans forcer. Ben, le principe de cette montée en gamme là, on peut la retrouver pour ton équilibre à un bras. Si tu souhaites le travailler, tu vas commencer par d'abord faire un équilibre classique, qui est un peu plus simple techniquement, puis un équilibre assisté, puis ensuite tu pourras faire ton équilibre sur un bras, et peut-être même que tu pourras continuer à augmenter la difficulté en faisant des transitions plus complexes. Mais l'idée est de monter progressivement, parce que si tu attaques directement avec le truc qui te demande le plus de concentration, bah comme t'es pas encore rodé, t'as pas ancré les petits automatismes du ah bah mon bassin faut qu'il se place comme ça, mes pieds comme ça, etc. Ça va te demander plus de concentration et il y a de fortes chances que tu sous-performes si t'attaques directement. On peut d'ailleurs le Les voir parce que fameux, bah, quand tu fais de l'équilibre, n'importe qui a déjà testé l'équilibre, on est souvent meilleur au bout de notre cinquième, dixième, vingtième essai que au premier. ça rejoint un truc dont on avait déjà parlé, à la fois un truc dont on a parlé plus tôt, les petits robots, les motoneurones, et en même temps un truc dont on a parlé dans d'autres podcasts. C'est, on a déjà parlé du fait qu'il y avait des cycles à petite échelle et à grande échelle. Et ben vos motoneurones, vos petits robots qui prennent des notes, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, les petits robots, vous les réveillez et vous leur dites attention, là, faut prendre des notes un peu plus précises que quand je suis en train de faire mon café. Et en même temps aussi, vous les entraînez à ah, ça, c'est le type de note que je veux, ça. Donc, Mhm. mémorise, la prochaine fois, j'aimerais bien que tu démarres avec ce niveau de qualité de note. Et donc, si je t'échauffe, tu auras une meilleure qualité de note. Vraiment, par qualité de note, vous pouvez imaginer un petit ingénieur, un petit robot ingénieur qui, par exemple, dans l'équilibre, bah, quelqu'un qui n'est pas entraîné à l'équilibre, il note juste on tombe vers l'avant, chef. Celui qui est un peu entraîné à l'équilibre, c'est on a relâché le bassin, du coup le bassin est parti vers l'avant, chef, de tant de vitesse et de tant de charge. Et le gars qui est archi bon en équilibre, il est en mode le fessier droit s'est légèrement relâché en rotation au moment où j'avançais sur les doigts. C'était conséquence d'un problème de rétraction du dos lors de ma montée. Du coup, évidemment, la vitesse de machin sur machin effectue une charge de temps qui fait que la chute sera pour approximativement maintenant. C'est Voilà. ça. T'apprends à jauger avec précision ce qui a posé problème si tu y vas graduellement. On le voit particulièrement chez les très bons sportifs. C'est quasi que chez les très bons sportifs qu'on voit, imaginer un gars de la muscu qui va déraque sa barre au bench, il fait une pause, non, et il repose sa barre de bench. Mhm. Parce que son motoneurone, avant que ça descende, vu qu'il est bien entraîné, son petit robot, il a dit, j'ai bien analysé le poids de la barre, Ça a pas j'ai bien passé, chef. analysé les capacités de notre muscle, c'est non. Et le gars Projet qui fait refusé. ça, c'est ça, c'est non. Et on le sait direct, genre c'est Mm. automatique parce que c'est une prise de note qui se fait, qu'on le veuille ou non, mais si on l'a entraîné sciemment, et bah du coup là, c'est le motoneurone, il vient gueuler au cerveau, non, Mhm. non, les calculs sont pas bons. Les calculs Mm. sont pas bons, vous descendez pas la barre, nous on la remontera pas, hein. Et quelqu'un de plus débutant, il a pas ça. Il Mhm. va descendre la barre et après il va faire ah bah merde. Absolument. Donc là, on a bien expliqué pourquoi l'échauffement permettait d'augmenter les performances à court terme. Précise bien à court terme. Ça peut aussi permettre de réduire le risque de blessure parce que comme on l'a vu, si tu fais chauffer une zone qui est... Enfin, ça peut réduire le risque de blessure à court terme parce que comme tu améliores tes performances, tu sens mieux ton corps. Donc si tu sens mieux ton corps concernant l'agilité par exemple, eh bien si tu fais un mouvement d'agilité, un mouvement d'équilibre, tu vas pouvoir te rattraper mieux si tu t'es entraîné à tomber deux trois fois avant, etc. Donc déjà dans cet aspect-là, l'aspect je fais un fail et je me blesse, bah, ça a moins de chances d'arriver. Et, euh, et même dans un aspect bah, force, tout ce que tu veux, en général, on apprend à jauger. On a l'échauffement, comme tu visites des amplitudes, comme ce que tu décrivais au départ, tu fais tourner les poignets, etc. Tu repères les zones qui pourraient te causer des blessures ou des douleurs. Donc, comme tu vas pas à froid directement et tu te mets pas à bourriner, bah, tu as le temps d'avoir cette information là et consciemment ou inconsciemment tu vas brider ton effort ou tu vas pas te tourner vers les mouvements qui génèrent des douleurs, etc. Donc ça peut prévenir les blessures sur le court terme et ça peut augmenter les performances sur le court terme. Mais j'insiste sur cette notion de court terme parce que
comme tout ce que tu fais pour optimiser tes performances, ça va te servir à court terme et ça va te desservir à long terme. Si tu bois du café à chaque entraînement, eh ben, il y a un Donc tu moment, fais ça. si tu bois du café à chaque entraînement, ça devient la norme de boire du café. Donc le jour où t'as pas ton café, tu fais une séance de merde en comparaison avec avant. Si tu Ça t'échauffes rejoint à pas tous les une de ans, tes vidéos sur la musique, ça? probablement si. Mais Ouais, s'entraîner sans musique de temps en temps, machin, ouais, parce que en fait, pour tous les profiter des stimulants, boosts quand tu vas au rasso. la musique c'est un stimulant, la caféine c'est un stimulant. Et en soi, l'échauffement, il te permet aussi d'améliorer tes performances sur le court terme, comme le ferait de la musique ou comme le ferait de la caféine. Mais le vrai problème, c'est que si tu utilises tout le temps ces stimulants, ça devient normal. Donc le jour où tu n'y as pas accès, ou le jour où tu lésines, tu sous-performes ou tu te blesses. Si tu es toujours habitué à dorloter ton corps 30 minutes, 30 putains de minutes, avant de lancer un quelconque effort, le jour Le où t'es jour où un tu peu le fais plus, pas, le jour où tu le fais pas, que t'es un peu plus fatigué, tu vas te blesser. Parce que ta technique, et elle est optimisée au pouillème, tu désensibilises ton corps pour tirer un maximum de ton... Enfin, tu désensibilises ton système nerveux pour tirer un maximum du potentiel de ton corps, etc. T'es vraiment optimisé au chouïa de chouïa. Ça me fait penser aux powerlifters. Les mecs, ils mettent leur bande, leur ceinture, la magnésie, ils rentrent dans la zone, ils font une montée en gamme de 30 minutes, tout ça, avant chaque séance. Frérot, si tu performes uniquement dans un contexte aussi précis que celui-ci, t'es obligé de prendre du pré-workout, d'avoir ta bande de poignet, d'avoir ta ceinture, etc. Tes chaussures rehaussées, tout ce que tu veux, t'es pas fort. tu sais Tu que peux pas t'appeler sport de force et regarder tous les athlètes s'échauffer pendant 30 minutes, 45 minutes avant de lâcher une performance qui dure 5 putains de secondes. C'est pas un sport de force si tu fais ça, t'es pas un athlète fort. Si t'es un athlète qui a besoin de ça, sinon il se ça je blesse, connais, c'est t'es pour le faible. référencement ce que tu es en train de dire. Non mec, Ça c'est pour le vraiment, moi référencement, c'est pour les commentaires. ça me fait péter un câble. J'ai deux exemples pour corroborer à mort ce que dit Malo. Un, plus pour la vanne, parce qu'on peut pas en faire une règle, mais l'autre, c'est une règle. Le premier exemple, c'est est-ce que vous avez vu passer le même sur je crois que c'était un Libanais, je ne sais plus, j'ai pas envie de dire de conneries. Bref, JO, tir sportif. Il y en a un, il arrive, c'est un vieux avec des lunettes. C'est juste, il a juste son pistolet, il a rien, Ouais. il tire, il met tout dans le mille. Et t'as tous les autres, là, ils ont genre quadruple visée, machin. Alors, en parlant comme ça, on pourrait avoir l'impression que du coup, bah, faut juste être à sec parce que c'est plus efficace. C'est pas vrai parce que par exemple, même l'exemple que donnait Malo de si tu prends ton café tous les jours avant ton entraînement, ça va baisser machin, ça va baisser en termes d'efficacité. Ça va te faire prendre l'habitude que sans, tu ne produis pas ce qu'il faut, entre guillemets, pour performer. Par contre, tu vas continuer à être sur, avec ta caféine, tu es quand même plus performant. Ce qui est le plus vicieux, parce que du coup, le moment où tu vas arrêter, tu vas être plus faible. Le moment où tu vas récupérer ton niveau de l'époque, tu vas être toujours moins fort que le moment où la caféine faisait pas aussi bien son effet qu'avant. Donc tu vas te dire, bah, c'était pas rentable, fallait que je garde la caféine. Oui, sauf que le propos de Malo, qui est très intéressant et qui est valable avec la musique aussi, machin, c'est que si tu acceptes de désensibiliser à la caféine, le jour où tu prends la caféine, c'est réellement un boost. Mm, Alors que sinon, c'est un moins bon boost que ce que tu croyais au début, parce que tu en prends tout le temps, plus bah, le jour où tu l'as pas, c'est un anti-boost. exactement. Et on a un autre exemple où là, c'est carrément une règle. En gym, il y a des protège-poignets qui sont super performants. Vous avez dû voir plein de gens avec des maniques, avec des protège-poignets de fou, et vous devez avoir l'impression que c'est un indispensable. Eh bien, c'est pas vrai. L'écrasante majorité des coachs demandent à ce que l'échauffement, l'entraînement, le renforcement, c'est à Walp. Et c'est à Walp, on parle quand même de gars qui sont capables de faire des développés couchés à 140 kilos. Hein. Les Mm. entraînements de renfo des gymnastes, ils n'ont rien à envier aux champions de muscu ou ce genre de trucs. Ouais. C'est juste que c'est pas à visée de performance, mais les poids qu'ils soulèvent, c'est colossal. Et là, zéro protec. Quand tu vas aux fameuses sangles pour faire tes soleils et ce genre de trucs, zéro protec. Mhm. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier facilement, si vous voulez le petit critère pour l'analyser. Le jour où vous allez dans une salle de gym où il y a du compétitif, particulièrement du compétitif vraiment genre Pôle France, etc., vous allez voir qu'il y a toujours une barre où il n'y a pas de magnésie dessus. On n'a pas le droit de ne pas mettre de magnésie sur les maniques. Ça veut dire que cette barre n'est jamais utilisée avec des maniques. Eh ben, vous pouvez
savoir, grâce à moi, parce que j'ai renseigné un peu en gym, ou grâce à n'importe quel entraîneur de gym qui vous le dirait, que c'est parce que c'est la barre où on met les sangles. Vu qu'on met les sangles, tu peux pas tomber. Vu que tu peux pas tomber, la magnésie n'a pas de raison d'être. Tu ne la mets pas. Tu ne mets pas de magnésie, tu ne mets pas de manique, tu ne mets pas de protège-poignet, tu ne mets pas de protège-coude. Tu fais des soleils à la chaîne Ouais, à c'est Walp. génial. Par contre, c'est la meilleure sensation du monde. Ça, si je peux faire une aparté soleil pour avoir déjà fait des soleils avec des sangles, mon gars, j'ai- genre mon coach il s'est retourné un moment, j'ai là à faire oui, à tourner en boucle. C'est pas le cas de tous les entraîneurs hein, de dire de ne pas mettre de Protex, mais c'est le cas de vraiment beaucoup, et particulièrement les entraîneurs du Pôle France. Parce qu'en fait, pour la performance max, bah, il faut que les maniques, les protèges-poignets, les protèges-coudes, c'est un bonus. Et très Absolument. souvent d'ailleurs, les maniques, on les met tout le temps en compétition parce qu'on veut la performance max et qu'il y a un danger, le danger de pas rattraper. Mhm. Par contre, tout le reste, tu le mets si tu as mal pour pas que ça se casse, pas pour te protéger. Ça te protège pas du tout, au contraire. Au contraire, ça fait que tu peux aller rechercher un truc où potentiellement tu vas te briser, mais pas pendant la compète. Après, Ouais, en pendant la fait, compète, ça tient le choc. il faut garder à l'esprit que tout ce qu'on vous a cité là, tout ce qui sert à optimiser, c'est plus des béquilles sur lesquelles se reposer lorsque ça va pas, ou des choses à utiliser lorsqu'on veut optimiser notre performance pour un jour précis, genre t'as une compétition, bah ouais, tu vas pouvoir prendre de la caféine si ça te fait des effets positifs, tu vas pouvoir te mettre une bonne musique parce que tu sais que ça va t'aider dans ta perf, tout ça. Moins tu es habitué à ces stimulants, tu vas aussi pouvoir t'échauffer, hein, mais moins tu es habitué à ces optimisations-là, plus ça aurait d'effet sur toi. Et le Mhm. souci, c'est que si tu t'en sers en permanence, bah, tu t'y désensibilises et ça fait l'effet opposé. Donc concernant l'échauffement, concernant les bandes de poignets, etc., il faut aussi s'entraîner sans. Si tu vas débloquer un Il mouvement, faut genre majoritairement s'entraîner sans. absolument, si tu essayes de débloquer un mouvement qui est encore difficile, dans ces cas-là, c'est normal de vouloir se simplifier un petit peu la vie et ça peut passer par ce genre d'optimisation. Tu vois, si tu sens que t'es pas loin, voilà, tu veux lancer quelques full planches, ça fait longtemps que tu travailles sur la straddle, bah ouais, tu peux t'autoriser, je sais pas, un jour dans le mois à te prendre de la caféine et à tester ta full avec ça pour envoyer un peu plus. Là-dessus, je me dis, bah allez, pourquoi pas, vraiment pourquoi pas. Mais pour moi, déjà, enfin, c'est pourquoi pas. Si tu veux l'utiliser, ce serait dans ces situations-là, en compétition ou dans un jour où tu veux vraiment performer. Mais sinon, il faut apprendre à faire sans. Parce que sinon, si tu l'utilises tout le temps, ça veut juste dire que tu es pressé. Et on rejoint encore une fois la vidéo d'Away. Ça veut juste dire que tu es pressé d'avoir des T'es performances qui ne sont pas impatient. encore accessibles. Et qui, Et en plus, c'est dangereux parce que c'est le temps d'adaptation. Exemple extrême, les gens qui perdent du poids trop vite, bah, la peau s'est pas adaptée. Bah, dites-vous que votre corps, il marche quand même pas mal comme ça à quasi toutes les échelles. Donc, vous apprenez un truc trop vite. Oui, vous arrivez à le faire au détriment de quelque chose. Soit vous allez vous en rendre compte très vite. Les tendinites au coude pour ceux qui apprennent les planches trop vite. voilà. Ou alors vous allez le subir plus tard. Par exemple, j'ai appris ma planche trop rapidement. Du coup, j'ai très mal placé mon dos pendant des années. Et oh, bizarre, on est en train de me dire que je me suis distendu un ligament dans les stabilisateurs de l'omoplate et tout le bordel. Bon, bah, 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 comment ça se fait? Ça rejoint ce dont je parlais. Donc, je disais que l'échauffement, il servait à optimiser les facteurs nerveux sur le court terme qui eux s'adaptent vite et que ça contrebalançait la fatigue physique que l'échauffement engendrait. Le problème c'est que si tu es toujours habitué à utiliser des stimulants c'est nerveux, si tu es habitué à utiliser de la musique, ton échauffement, etc., ben en fait tu crées un fossé entre ton système nerveux et ton corps. Et plus l'écart il est important, plus tu as de chances de te péter. Tu peux Donc, même tomber en dépression grâce à ça parce que le ouais, système nerveux, il régule aussi les émotions. Du coup, si tu fais n'importe quoi avec ton système nerveux, tu passes ta vie à être triste. absolument. Donc, voilà, grosso modo, euh, pourquoi, à Oh, mon sens, il faudrait pas toujours s'échauffer. Oh, j'ai vas-y. un putain de bon exemple parce que je me dis, il y a des gens là qui doivent se dire, ok, mais du coup, quand est-ce que et quand est-ce que pas? Parce que si j'attends d'avoir mal, bah, c'est un peu tard. Mais en même temps, si je le fais en préparation, en protection ou machin, Mhm. bah du coup, je me retrouve bloqué. Vous savez quoi? Vous avez un exemple sous les yeux depuis très longtemps de la bonne logique à avoir, les élastiques en street.
Quelqu'un qui utilise jamais d'élastique, très souvent, il va sneaker ou il va ralentir dans l'apprentissage de pas mal de choses. Quelqu'un qui ne fait que utiliser les élastiques, il va facilement stagner ou il va être Mhm. extrêmement lent. Si vous utilisez les élastiques, désolé, je le cite tout le temps, mais vraiment, Livan est très malin dans ses entraînements. Livan, dès qu'il a de la faiblesse, dès qu'il a des blessures, dès qu'il a de la fatigue ou dès qu'il a un doute sur un mouvement, élastique. Élastique de la taille de son doute. Mm. Vraiment, genre, si c'est juste j'ai petite douleur poignet mais je suis en rémission, c'est un élastique de 5. Si il vient de se niquer le poignet et il va tenter une pélican, c'est un élastique de 25. Je vous Mhm. rappelle que l'Ivan, il pèse pas énorme, hein. Élastique de 25, vraiment, c'est quasiment comme s'il faisait le mouvement, pas à vide, faut pas déconner, mais voilà, il fait le mouvement juste pour la trajectoire, quoi. Donc, Comparé à sa capacité d'effort, vraiment, il est en train de se balader. t'es en train de me Et, tendre une perche là, mais vas-y, continue. et ça, bah, globalement, si vous voyez quelqu'un qui utilise intelligemment les élastiques, vous allez remarquer que l'écrasante majorité du temps, il n'y en a pas. Par contre, dès qu'il y a le moindre doute, il y en a sans appel. Mhm. Donc là, ce que tu relèves, c'est que de la même manière que tout le reste de l'entraînement, l'échauffement ou les adaptations que tu fais quand ça va pas doivent dépendre de ton profil. Ça, on en parlait hier avec Colin juste après le podcast, et on en a parlé, on l'a rapidement évoqué aussi en début de podcast. Tu disais que bah, si on s'échauffe, on se jauge, on sent qu'on n'est pas dans de grandes capacités. Bah, Colin, lui, il sait que le truc qui a le plus de chances de le blesser, c'est le fait de s'entraîner beaucoup. Il peut lancer des Et sans faire maltaises même dans les attention. jours où ça va pas. Oui. Même dans les jours où ça va pas, il tiendra sa maltaise. C'est juste qu'il la tiendra moins longtemps. Ou qu'il pourra faire Mais moins même, de séries. même pire que ça, en fait, je vais la tenir le temps que je veux, au détriment de m'être niqué. Ou te blesser, voilà. Parce que système nerveux très très puissant. Encore une fois, on y revient. Mais il y a des personnes pour qui, genre, moi, si je sens que je suis pas dans un bon jour pour performer, personnellement, je m'entraîne juste pas. C'est la fréquence d'entraînement qui me réussit le moins. Plus je m'entraîne fréquemment, moins ça va. Donc, si, franchement, là où je progresse le plus, c'est quand je fais du 3 entraînements semaine, 2 entraînements semaine même. Mais par contre, les séances, elles sont hardcore sa mère. Et faut juste savoir ça. Si tu sais ton profil, si tu comprends comment tu fonctionnes, tu peux savoir comment tu dois orienter l'échauffement pour qu'il augmente tes performances. Et tu sais aussi comment tu vas adapter ton entraînement pour utiliser un maximum ton potentiel, là où tu es bon, et en même temps corriger tes lacunes. C'est toute la difficulté, c'est réussir à utiliser tes forces pour bosser sur tes faiblesses, mais c'est aussi ce qui rend l'entraînement super intéressant. Donc bah pareil, on continuera d'aborder l'individualisation par-ci par-là, mais je pense qu'on a bien fait le tour. Maintenant, peut-être quelques Tout revient exemples à pratiques. l'individualisation. Bah ouais, mais en même temps, c'est la base. Peut-être qu'on Oui. peut aborder quelques exemples pratiques de bon bah dans quel cas est-ce qu'il faudrait s'échauffer ou non, ou on l'a déjà Hum, bien fait en soi. on l'a déjà bien fait, mais moi je trouve que c'est bien de pouvoir en faire un résumé. Euh, pour moi, et tu compléteras si tu juges ça bon, la toute première raison et la plus importante, c'est il y a un truc que tu sens pas. Soit tu te Mhm. sens lourd, soit tu te sens endolori, soit quoi que ce soit, bah, c'est le moment de faire un check parce que si tu fais pas un check, tu sauras pas pourquoi tu le sens pas. Et si tu te jettes comme ça dans ton move, bah voilà, tu vas te niquer. Mais là, normalement, parce que vous avez été entraîné à ça, vous vous imaginez du coup encore les mouvements. Non, réfléchissez à vous doutez sur quoi. Moi, par exemple, mettons, je doute sur avancée maltaise. Eh ben, je vais checker avancée full. Ok, donc c'est pas l'avancée. Je vais checker écart bras. Donc je vais me mettre en pression. Ah, c'est le coude. Ok, cool. Bah, je vais checker le coude. Voilà, ce genre de check. Ou alors, vous vous sentez bien, et moi je trouve que quand même faire un échauffement, mais du coup un échauffement où c'est juste une version baby avec toute l'intensité, toute la réflexion, etc. de ce que vous allez faire plus tard, mais avec un volume, une charge, une durée sous tension très courte. Mhm. Donc on reprend mon exemple, je me sens pas sur ma maltaise. Eh ben, j'envoie une petite ligne maltaise et je reviens. Parce que du coup, j'ai fait toute la logique de ma maltaise sans me lancer. Et je m'arrête dès que j'ai un truc qui me dit ah, ah, c'était pour ça que j'avais un doute.
Ça, mais j'ai pas décollé. ça, tu vois, c'est super intéressant parce que toi, on a dit que c'était le volume. Donc, à l'échauffement, qu'est-ce que tu vas enlever? Le volume. Et c'est ça qui va te permettre de C'est ça. t'échauffer. Par contre, tu t'échauffes direct très fort en intensité. Tu lances direct une foule. Là où Alors, il y a des athlètes à qui ont ton remettre, niveau qui lancent pas de foule. Par à contre, remettre dans son voilà. contexte quand même, des athlètes qui ont mon niveau qui lancent pas de full, j'en connais pas, hein. Non mais Qui ont mon niveau en planche qui dès, lancent pas de dès full, j'en pour dès connais pour pas. les, enfin pour commencer l'échauffement, il y a des personnes qui ont ton niveau qui commencent pas avec une foule. Qui? J'ai Mais aucun exemple en tête. moi j'ai déjà vu bah, par exemple quand je m'entraînais au mail à Rennes, Mhm. euh, les gars comme Livan etc qui commençaient avec quelques shrugs ou quelques dips au bar Mais parce qu'ils parallèle sont ou blessés, parce qu'ils Melvin. sont tout le temps blessés. Donc ça revient au truc, si t'es blessé, stop. T'en vois pas. Donc Tu vois? Si c'était je sais que je peut-être suis dans blessé au coude, j'ai pas le contexte, mais je sais qu'il y ah a des moi je suis à personnes peu qui vont près être sûr. beaucoup plus progressives dans leur échauffement. Franchement, genre de mon niveau, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'ancienneté, hein, ça compte beaucoup. C'est-à-dire qu'un mec qui a mon niveau de performance, mais ça fait 3 ans, parce que tu as cité Melvin. Pour Voilà. moi, Melvin, tu peux pas le ranger sur mon niveau, pas dans le sens où il est moins bon ou meilleur, c'est pas ça. C'est que moi, ça fait 9 ans que je fais des full planches. Donc, si Mhm. tu veux, la full planche, c'est un acquis. Melvin, ça doit faire 3 ans, 4 ans. Ouais. Donc, moitié moins. Le gars qui fait des équilibres one arm depuis 10 ans, bah ouais, il envoie un équilibre pour s'échauffer. Le gars qui Mhm. a un équilibre one arm depuis 1 an, peut-être que l'équilibre, c'est même pas encore son échauffement. Mhm. Je vois ce que tu Donc veux dire. voilà, non, pour moi, justement, c'est à remettre dans son contexte. Si vous balancez des one arm planche presse, une straddle va pas vous échauffer. Probablement. C'est pas absolu, mais probablement. Parce que ça m'étonnerait que vous ayez des one arm planche presse au bout de même pas 2 ans à avoir la straddle. Donc ça fait probablement 4 ans, 5 ans que vous avez la straddle, Ah, plusieurs j'ai un années que vous avez la contre-exemple full. là. Encore une fois, c'est Je parle intéressant de de voir. mouvement perfect, hein, parce Ouais, mais que il y a plein de one arm planches qui sont pas valides. c'est bah, j'ai un élève qui s'appelle Lucien par exemple, qui a des facultés techniques vraiment bonnes. Et Lucien, il a débloqué Straddle. 3 4 mois plus tard, il lâche One Arm Planche Press quoi. Donc Genre one arm planche stable, bras tendu, non, et non, il presse en force. elle n'est pas propre, mais Donc c'est pas une one arm planche presse. elle n'est pas propre, mais j'ai envie de te dire, attends 3 4 mois. Ouais, Attends 3 4 peut-être, mois, elle mais sera propre. Donc c'est que ça dépend des gens, ouais, encore une fois, on ouais, de progresse toute façon tous ça dépend des plus ou gens. moins vite dans certains domaines. Et ce qu'il faut, encore une fois, c'est prendre en compte ces domaines. Donc pour revenir juste sur l'échauffement, se jauger, s'il y a un truc qui devait être euh, à faire avant tout, pour moi, ce serait se jauger. Après, si tu connais vraiment bien ton corps parce que tu l'utilises en permanence toute la journée, etc., en soi, t'as à peine besoin de te demander comment est-ce que tu te sens parce que tu connais déjà tout. Tu sais déjà où sont tes gènes, etc., sur quel mouvement ça va passer ou non. Et ça, comme tu l'as dit, ça vient aussi avec l'expérience. D'ailleurs, souvent ton cerveau est tellement entraîné, on reparle des motoneurones robots, que tu es capable de simuler le mouvement en étant debout. Exactement. Moi, je peux ne pas bouger et avoir fourni l'effort d'une full planche parce que je connais l'effort d'une full planche. Mm. En n'ayant pas bougé, l'intensité que j'ai mis dans l'activation musculaire serait la même et donc je sens la douleur juste en marchant dans la rue. Mais Exact. c'est parce que ça fait des années que je le fais et que je connais. Vous avez ça, par exemple, pour marcher. Si vous avez mal au genou, vous n'êtes même pas encore levé de votre fauteuil, que marcher jusqu'au frigo, ça vous fait déjà mal dans la tête. Parce qu'en Mm. fait, vous vous êtes dit, je vais me lever, je vais marcher. Vous avez mis l'activation pour stabiliser la rotule. La rotule, Ouais. elle a fait ah. Et voilà. Bah c'est ça, tu t'es projeté, et c'est bien que t'en parles parce que du coup ça nous amène rapidement vers un dernier point. Pour moi, l'échauffement il te permet aussi de voir sur quoi t'as envie de travailler quand tu te jauges. Parce que ce genre d'image là, des fois tu sais pas pourquoi tu visualises super bien un mouvement que tu travailles pas d'habitude. D'habitude tu travailles que le front et je sais pas, aujourd'hui tu visualises super bien une Victoriane. Ben mon gars, souvent quand le cerveau il envoie ce genre de signal, euh, ce genre de signaux peut-être, je sais pas, on s'en fout. Quand Ce ton, genre quand de ton, signaux, ouais, mais bon. quand ton cerveau t'envoie ce genre de signaux, c'est clairement une image positive comme quoi t'es capable de rentrer ça. Et même le fait d'avoir envie de faire quelque chose, ça fait que consciemment ou inconsciemment, tu te donneras plus dedans. On revient encore une fois à la phrase que je dis H24, c'est pour progresser, il faut qu'un entraînement il soit dur. Et si tu veux t'y tenir et vraiment te donner à fond, il faut que tu aimes ce que tu fais.
Donc, tu utilises l'échauffement pour jauger. Tu peux l'utiliser pour augmenter tes performances à court terme si tu veux performer. Mais, comme toutes les choses qui servent à optimiser sur le court terme, faut pas que t'en sois dépendant pour performer. Faut pas que t'en sois dépendant pour tous tes entraînements. Donc, il faut essayer de t'en séparer au maximum. Moi, c'est mon point de vue. Et on applique quand même l'adaptabilité dont on parlait, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous venez de nous entendre dire il faut arrêter la musique et le café que demain il faut que vous vous leviez à 6 heures, prendre un shaker d'œufs crus, pas de musique, à poil à courir dans la neige. Non, ça Voilà. c'est violent, ça ne servira à rien. Et justement, bah là la partie il faut que vous aimiez ce que vous faites, vous allez le faire par masochisme, par on m'a dit que c'était ça qui était performant. Non, buvez un café de moins. Ou alors, genre, vous vous autorisez 2 cafés Mm. dans la journée, eh ben, vous vous autorisez le café de midi et le café avant entraînement. Vous vous autorisez pas vos 2 cafés comme d'habitude. Et puis, vous rajoutez celui d'avant entraînement parce que, ah bah non, mais moi, si j'ai pas mon café. Et puis ensuite, le café d'avant entraînement, bah, il est un peu loin parce que quand même, ça fait effet 10 heures. Donc en fait, c'est mental. Et puis après, il est un peu plus loin. Et puis, il n'est pas forcément chargé. Et puis, un coup, vous testez un thé à la place du café. Bah, on m'a dit que c'était comme la caféine, la théine. Oui, mais c'est moins puissant. Du coup, vous avez la même satisfaction, mais moins de Voilà. désagréments, etc., etc. Et au bout d'un moment, sans vous en rendre compte, un coup, vous n'avez pas eu le temps de prendre votre café, mais c'est plus une barrière mentale parce que vous l'avez éloigné de votre entraînement et vous l'avez diminué en quantité et en efficacité concrète qui venait vous rajouter un effet placebo dans la tête. Là, c'est très important ce que tu as relevé, l'aspect progressivité et l'aspect mental. Parce que, bien Toujours. évidemment, si tu veux te séparer des stimulants que tu utilises, faut pas le faire du jour au lendemain, sinon ça va te faire un choc et tu peux aussi te blesser. Le corps, il peut s'habituer à tout, mais il a besoin de progressivité. Donc, tu enlèves progressivement la caféine si tu veux arrêter d'en prendre, tu enlèves progressivement la musique si tu veux arrêter d'en prendre, mais si tu stoppes tout du jour au lendemain, c'est le meilleur moyen de soit te blesser, soit recommencer parce que ça a été trop abrupt. Ensuite, pour parler de l'aspect mental, euh, l'échauffement a une grosse part psychologique. Il y a des personnes qui sont convaincues, alors à tort ou à raison, hein, que si elles passent outre l'échauffement, elles vont se blesser. Bah, dans ces cas-là, ces personnes-là, je leur dis, continue de t'échauffer. Et c'est juste de t'échauffer moins. Et peut-être que ça te fera moins performer. Mais vaut mieux que tu apprennes à te séparer de l'échauffement et que tu sous-performes quelque temps, plutôt que tu continues à toujours essayer d'optimiser et qu'un jour tu te blesses puis que tu sois arrêté 6 mois. Au final, lequel est le plus néfaste pour ta progression? Donc, Et au pire, vous avez même pas besoin de partir aussi loin dans l'extrême, juste dites-vous, faut bien tester pour savoir. ouais, Ça se trouve, vous allez tester, découvrir que c'est mieux. Ça se trouve, vous allez tester, découvrir que c'est pas pour rien que vous buvez des Red Bull toute la journée. Parce qu'il peut y avoir évidemment des ouais. facteurs que nous, on n'a pas. Exemple très parlant, les personnes très très hyperactives, et Dieu sait qu'on en a en street, fument des joints avant de s'entraîner. C'est factuellement une connerie, mais vu que c'est des personnes très 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 hyperactives, des fois elles n'arrivent pas à faire attention à ce qu'elles font parce qu'elles sont trop speed et le joint va faire la compensation qui leur évite des blessures. C'est mauvais, il faudrait qu'ils Voilà. trouvent une autre solution. Mais Mais si dans vous l'état avez un actuel, Dilos dans ce pour le colin, contexte-là, à ce moment-là, oh non, non, moi je vais arrêter parce que ça me fait d'autres trucs. Non, mais par contre, voilà, ça se trouve, vous allez réaliser que oui, il faudrait le remplacer dans l'idéal, mais qu'à l'instant T, avec le stress, avec l'hyperactivité, avec le peu de temps, bah, si vous le prenez pas, c'est pire. Et donc, bah, du coup, faut adapter, faut doser, et si vraiment le but c'est d'arrêter, faut diminuer, pas couper. donc tout est question de contexte. On peut pas affirmer catégoriquement l'échauffement c'est jamais bon ou l'échauffement c'est bon. On peut pas dire la même chose pour le café, les bandes de poignets, tout ce que tu veux. C'est sujet au contexte, c'est sujet à ce que tu veux, et on a expliqué dans ce podcast comment trouver si l'échauffement était bon pour toi. Première chose, bah tu testes, t'observes. Voilà, c'était Cette série franchement devrait s'appeler Moule Moule et Duratron, ça dépend. moule dur à trop, le contexte. Ça dépend. Mais Et ça, c'est bien, ça dépend. oui, mais en même temps, voilà, je pense que franchement ce podcast était une grande réussite. Là, on a balancé des infos en termes de d'infos au mètre carré. On est très très dense. Et bah, je te remercie une fois de plus d'y avoir participé, Colin. Hein, mais c'était un plaisir au final, parce que ça, je crois que c'était pas en enregistrement, mais j'avais pas envie d'être là aujourd'hui. J'avais pas envie, et finalement, c'était très cool.
Notamment parce que j'ai joué à Borderlands 2 tout le long. C'est comme le bain quand t'es petit, mec. Tu veux pas y aller, puis au final t'es yimbe dedans. Bah, tu veux pas y aller. Non, mais C'est c'est moule comme moule le et bain, dur à c'est-à-dire tronc, tu c'est veux pas y l'expérience. aller. Du coup, on te donne un petit canard en plastique. T'as envie de jouer au canard en plastique, mais il est dans le bain. Ok. La manipulation parentale parfaite. Eh bien Je écoutez, m'auto-manipule parentalement. merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochains épisodes, vous dites tout ça en commentaire. À la prochaine, mesdames et mesdames, c'était Doul Doul et Muratron. Tout le dos le moratron. Ça dépend.